Daniel Marcelli, je suis donc professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ancien chef de service à l'hôpital de Poitiers, où j'ai dirigé un service où il y avait de la médiation animale, et par ailleurs auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance, sur l'adolescence, sur l'autorité et sur les différents soins à apporter à tous ces animaux qui nous entourent et qui sont si présents dans notre vie. Car depuis la nuit des temps, l'animal a été présent dans notre vie. Et ce n'est que depuis la vie artificielle des villes que les enfants sont privés de la présence animale. La situation normale, c'est la présence d'animal autour de nous. Et les enfants ont besoin de ce contexte vivant autour d'eux. Théoriquement, on ne possède pas un animal. On accompagne l'animal ou parfois même l'animal nous possède d'une certaine manière. Et effectivement, quand l'objectif est la possession et que l'animal n'est là que pour le confort physique, matériel, le sentiment de supériorité ou les besoins affectifs ou de câlin de la personne, l'animal n'est pas respecté dans son intégrité et dans sa totalité. C'est une consommation de relations. Une consommation de relations qui devient un succédané, un ersatz de la relation humaine. Il arrive assez souvent que des personnes qui ont du mal avec les relations humaines se sentent mieux avec les relations animales. Alors, bon, ça peut être très bien et très soignant pour ces personnes si elles respectent les besoins de l'animal, mais si c'est uniquement pour leur bien-être et qu'elles en oublient les besoins propres de l'animal, là, ça devient problématique. Voilà, si on considère à juste titre que l'animal est un être vivant et que, comme c'est ça la plupart du temps des mammifères, des chiens, des chevaux, voilà, ou des chats, ces animaux mammifères ont aussi une vie, ont aussi des modes existentiels, ont aussi des besoins. Et avoir un animal avec soi, c'est respecter le mode de vie et les besoins de cet animal. Quand un enfant a un animal familier, il faut lui apprendre aussi que cet animal familier n'est pas le même que tous les autres animaux qu'il va rencontrer dans la rue. Par exemple, s'il a un chien, imaginons un petit berger allemand qui est gentil, il ne faut peut-être pas qu'il s'approche avec le même engagement immédiat auprès de n'importe quel chien, parce que ça peut créer des soucis. Donc il faut aussi que les parents éduquent, et il ne faut pas être non plus dans un angélisme ou une sorte d'idéalisation. L'animal reste un animal. L'animal familier est inclus dans une forme d'humanisation, mais fondamentalement, il appartient à une race de chien ou une race de chat, et il a des traits communs avec ses congénères, et il faut que l'enfant soit prévenu. Les échanges de regards sont extrêmement importants pour l'être humain. L'être humain se nourrit littéralement du regard d'autrui, et donc effectivement, surtout pour les chiens, mais aussi les chats qui vous regardent avec attention. Les enfants sont, je dirais, soutenus par cet échange. Et là, c'est une particularité très exceptionnelle des animaux domestiques, puisque deux chiens ou deux chats ne se regardent jamais dans les yeux, parce que le regard dans les yeux à l'intérieur de la même espèce, c'est un signal d'attaque, un signal d'agressivité, alors que des chiens ou des chats sont tout à fait capables de regarder dans les yeux des êtres humains. C'est très valable pour les chats. Il faut faire un peu plus attention justement avec les chiens. Certains chiens qui sont agressifs, trop les regarder dans les yeux, surtout par des personnes qui ne les connaissent pas, peut être un signal d'agressivité. La relation de ces animaux mammifères avec des nouveau-nés est souvent excellente, et les animaux ont une sensibilité et une attention tout à fait étonnante à ces bébés, à deux conditions, que ce soit des animaux pas trop âgés. Les animaux en vieillissant, ils sont comme les êtres humains, ils deviennent un peu plus repliés, un peu plus hostiles, ils aiment qu'on leur fiche la paix, et ils sont plutôt peu ouvert vers l'autre. Voilà. Et la deuxième condition, c'est que cet animal ait un passé
plutôt satisfaisant, qu'il est lui-même, quand il était petit, ait été bien élevé par sa maman, et eu des bons soins par sa mère, et eu par les maîtres qui l'ont eu, des relations, je dirais, paisibles, et pas des relations violentes. La plupart de ces animaux domestiques, quand les petits-enfants, je dis bien les tout petits-enfants, leur mettent le doigt dans la gueule ou dans les yeux, etc., ils disent rien. Ils s'éloignent un petit peu. Et puis si l'enfant veut continuer à avoir la présence de l'animal, il a vite compris qu'il fallait qu'il respecte l'animal, qu'il l'ennuie pas. Et le chat, il va grimper sur un coin et puis il va plus vouloir venir. Le chien, il va s'éloigner. Et l'enfant va comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'autre. Pour un petit... l'éloignement et le fait qu'il ne dispose plus de son animal est la pire des privations. C'est donc, voilà, il apprend comme ça. Il apprend qu'il doit être doux avec les autres s'il veut que les autres soient doux avec lui et soient présents auprès de lui. Un peu plus grand, quand l'enfant commence à marcher, à jouer, etc., l'animal peut devenir un vrai compagnon de jeu. Un compagnon avec lequel on s'amuse, on lance des balles, on se court après. C'est un partenaire à part égale. C'est pas par hasard que j'ai donné comme âge 18 mois, 2 ans, 3 ans. C'est l'âge où les enfants ont encore un peu de mal à jouer en société avec d'autres enfants. Un enfant qui a des animaux et qui joue beaucoup avec les animaux, souvent va être à l'aise avec les autres enfants. Ça lui donne une forme d'aisance relationnelle et sociale. À partir de 5-6 ans, ce qui va intéresser l'enfant, c'est effectivement la manière de vivre de l'animal et les besoins de l'animal. Le sortir, lui donner à manger, lui changer sa litière. Ça apprend qu'il faut se préoccuper des autres. Ça apprend que quand on vit avec quelqu'un d'autre de vivant, il faut respecter aussi les besoins de l'autre. C'est aussi pour tous ces enfants, à partir du moment où il y a le langage, un confident. On raconte à l'animal ses histoires, ses misères, ses peurs, etc., avec quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est que l'animal ne vous trahira jamais et n'ira jamais raconter à quelqu'un d'autre ce que vous lui avez dit. Donc c'est à la fois un confident qui a une oreille toujours attentive et en même temps un confident parfaitement silencieux et qui ne répétera pas à tout le monde ce qu'on lui a dit. Concernant la médiation animale soignante, on est avec un enfant qui présente en général des difficultés et des troubles plus ou moins importants, mais d'une manière générale, ces troubles pratiquement toujours ont une résonance sur la confiance que l'enfant a en lui-même et sur l'estime de soi. Et quand on a une mauvaise estime de soi, quand on n'a pas confiance en soi, on a très souvent des difficultés relationnelles, on appréhende le jugement des autres, on a le sentiment que les autres vont vous juger soit comme on a été jugé, soit comme on imagine soi-même, on se juge soi-même. Et donc il y a une sorte de difficulté. Pratiquement dans toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques, les enfants sont entravés dans leur liberté relationnelle. Eh bien, je dirais qu'un des premiers aspects soignants de la médiation animale, c'est que la médiation animale offre à l'enfant l'occasion d'une relation où il n'est pas jugé, où il n'est pas regardé avec des yeux interrogateurs, et où il peut s'approcher de cet être vivant avec une sorte de tranquillité et un sentiment de ne pas être jugé. Alors après, il y a, ça c'est le premier point, il y a la capacité à aller vers l'animal, donc à aller vers l'autre. Beaucoup d'enfants ont cette angoisse, une forme de peur, peur de la morsure du chien, peur de la ruade du cheval ou peur de tomber. Cette peur est souvent une transposition sur l'animal des angoisses que ces enfants ressentent. Beaucoup d'enfants qui souffrent d'autisme, qui souffrent de troubles de type psychotique ou d'instabilité majeure, d'hyperactivité, ont des niveaux d'anxiété, voire d'angoisse relativement importants. Donc souvent, ils ont une forme d'inquiétude à l'approche de l'animal. Le chien, c'est un peu comme le loup, c'est la gueule, c'est les crocs. Et donc, quand l'animal est justement un animal doux, tranquille,
pouvoir s'approcher de cet animal, pouvoir au début simplement le toucher, puis pouvoir le caresser, pouvoir constater que ce chien ne mord pas tout de suite, qu'au contraire, il a l'air content, que ce chat ronronne, ne vous donne pas un coup de griffe, ce sont parfois des expériences assez surprenantes pour ces enfants, surtout s'ils vivent parfois dans des milieux un peu violents, où quand ils s'approchent un peu trop des autres, ils ont l'habitude de recevoir une claque ou des réprimandes. Voilà. Donc l'animal est neutre d'une certaine manière, accueille paisiblement, et l'enfant gagne une forme de confiance et une diminution de sa peur. La plupart des adolescents qui présentent des situations de difficultés psychiques importantes sont dans la même perte de confiance en eux, dans la même perte d'estime de soi, et il peut y avoir dans la relation à l'animal quelque chose qui va être plus satisfaisant. Avec les adolescents, comme ils sont plus grands, plus forts, par exemple le cheval ou le poney apportent quelque chose d'extrêmement précieux. Ce sont des animaux grands, forts, impressionnants, qui vous regardent, mais qui vous regardent avec ces grands yeux un peu globuleux, un peu presque, ils ont des cils un peu, je dirais pas amoureux, mais comme ça, tranquilles, sereins. Donc ça les impressionne. Ils ont souvent peur un peu de cet animal qui est fort. L'animal aussi, avec sa musculature, il réagit. Si on lui donne un coup, si on est désagréable, il va très vite montrer son désagrément. Donc les adolescents font attention. Et puis, quand ils arrivent, alors au début, ils le caressent, ils lui apportent des soins, ils soignent sa crinière, ils se familiarisent avec l'animal. Et le mot familiarisation veut très bien dire ce que ça veut dire, entrer dans la famille d'une certaine manière. Et quand ils sont bien familiarisés, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, ils acceptent de monter sur le cheval. Et là, donc, effectivement, il y a un moment à la fois délicat et de grand plaisir, quand l'adolescent qui était craintif est sur le cheval et a ce plaisir-là. C'est un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas. Il a cette espèce de sentiment d'y être arrivé et d'estime de soi. Enfin, il est là-haut, voilà. Et chose très intéressante, après, quand l'animal commence à avancer, il se passe quelque chose de très particulier avec le cheval, puisqu'il va marcher. Alors, il faut qu'on se tienne. Voilà, il faut qu'on se tienne d'une certaine manière. Et il faut que, quand on est sur un cheval, spontanément, on va mettre son tonus en harmonie avec les mouvements du cheval, et on va partager quelque chose avec le cheval. Et cette harmonie tonique, elle est très étonnante, parce que elle survient même chez des enfants qui ont ce qu'on appelle des disharmonies, des dyspraxies, des maladresses gestuelles, et que d'un seul coup, sur un cheval, c'est comme si le cheval, en les portant, en les soutenant comme ça, en soutenant leur estime d'eux-mêmes, leur restituait une capacité d'être dans une harmonie gestuelle et dans une syntonie avec l'animal. Avec les enfants handicapés moteurs, c'est parfois très étonnant de les voir, comment ils se comportent et comment ils arrivent à mettre en harmonie leur tonus et leur handicap. Alors d'abord, ça permet au plan strictement moteur de réveiller certains groupes musculaires, de stimuler des articulations. Donc ça, c'est tout bénéfice, je dirais. Ça dénoue quelque chose et ça apporte une forme d'ouverture relationnelle. Voilà. On va dire, le mot général, c'est un déblocage et une ouverture relationnelle. C'est les prémices d'une ouverture relationnelle. Après, c'est le rôle des soignants de se servir de ce temps d'ouverture-là pour le transporter dans d'autres situations, avec des êtres humains, avec des autres enfants, etc. Je veux dire que la médiation animale n'est pas une fin en soi. Dans la médiation animale, très souvent, dans le rapport avec l'animal, il y a pour l'enfant et l'adolescent une restauration de la confiance en lui-même, de l'estime de lui-même. Au fond, il se met à faire des choses qu'il n'imaginait pas faire. Et cette double chose, confiance en soi, estime de soi, débloque littéralement souvent les entraves dans lesquelles il se trouvait et dans lesquelles il était limité et contraint. Mais c'est parfois la première ouverture qui permet ensuite, dans un travail de
de récit. Très souvent, après la médiation, après le temps de la médiation, les soignants, les éducateurs demandent à l'enfant de raconter ce qui s'est passé, de raconter ce qui lui a plu, de raconter ce qu'il n'a pas aimé, etc. C'est-à-dire de mettre en récit ce qu'il a vécu. Et cette capacité de mettre en récit quelque chose qu'il a beaucoup aimé, donc c'est plus facile de mettre en récit ce qu'on a aimé que ce qui nous fait peur, eh bien c'est un soutien à ce que nous, les psychiatres, on appelle la mentalisation, c'est-à-dire la capacité de penser ce qu'on vit et de mettre en mots ce qu'on a vécu. Or, l'expérience montre que plus on est à l'aise avec le récit et la capacité à raconter et à se raconter faisant quelque chose, plus cette capacité est développée, plus l'enfant ou l'être humain gagne de liberté par rapport à ses émotions, par rapport à ses contraintes psychiques. La maladie mentale, 99 fois sur 100, pour ne pas dire 100 fois sur 100, c'est une contrainte et une amputation de sa liberté. Pouvoir restaurer ce qu'on a raconté, restaurer le récit, c'est d'abord une première prise de conscience, mais c'est aussi une prise de distance, donc une augmentation de sa liberté. Si la première étape, c'est plutôt la diminution de la peur, la deuxième étape, ça va être la confiance en soi, la confiance, et la troisième étape, c'est l'estime de soi. Voilà. Au terme de ces 15-20 séances, qui représentent souvent l'année scolaire, soit l'enfant a un mieux-être, est content, ça a permis de mettre en place une psychothérapie, ça a permis de mieux développer le langage, l'enfant parle mieux, raconte mieux ce qu'il fait, raconte à la maison, raconte aux éducateurs, et à partir de là, on peut mettre en place une psychothérapie, par exemple, quelque chose d'un peu différent. Et c'est toujours important de pouvoir percevoir d'autres facettes, parce que c'est autant d'ouverture, c'est autant d'espoir d'une transformation. Quand un adolescent peut se montrer comme ça, dans cette forme de bonheur, de fierté, d'aspect conquérant, entre guillemets, ça veut dire que l'adolescent timoré, inhibé, coincé, dépressif, ça n'est qu'une partie de la totalité, et qu'il y a une autre part en lui qui sommeille et qui n'a qu'une envie, c'est de se réveiller. Donc c'est très important, à la fois pour le jeune, mais aussi pour les soignants, qui d'un seul coup découvrent un autre aspect du patient dont ils s'occupent et qui ont envie justement que ça se déploie, cet aspect-là. Plus l'enfant est jeune, d'un côté, et plus l'enfant présente des traits pathologiques, de l'autre, plus effectivement cette présence de l'animal doit être cadrée. Alors cadrée dans les deux conditions. Au niveau de la sélection de l'animal, tout animal n'est pas comme ça parce que c'est simplement un animal, aussitôt ça va être bien. Non, il y a des animaux agressifs, des animaux dangereux, qui ont des passés faits de violence, de carence, etc. et qui sont dans des relations un peu difficiles. Alors ça, c'est donc la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, en fonction de l'enfant lui-même, il doit souvent y avoir la présence d'un adulte, en particulier quand il s'agit d'enfants déficients mentaux, autistes, impulsifs, violents, ayant des troubles graves du comportement. Eh bien, il faut effectivement des professionnels qui soient là. Donc, le cadre est absolument essentiel. Il y a des précautions à prendre, importantes, et je crois qu'on arrive là juste à une période, en ce moment, là, dans les années 2018-2020, à une professionnalisation de cette méthode qui devient de plus en plus pratiquée, de plus en plus utilisée. C'est une excellente chose, mais comme toujours, plus une méthode va être utilisée, plus elle risque soit d'être mal utilisée, soit de rencontrer ses limites d'une certaine manière. Et donc cette professionnalisation est certainement une garantie à la fois pour la pérennité de ce type de soins, et moi j'y crois beaucoup, et en même temps pour que ça reste dans un cadre, cette médiation animale réintroduit quelque chose de ce qui a existé depuis la nuit des temps. Nous vivons normalement entourés d'animaux, de tout temps, bons ou méchants.